sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Baraguer l'hymne à la liberté du peuple iranien, André Berkoff. Eh bien, les États-Unis pourraient bientôt frapper l'Iran, André. Et si le régime des mollahs tombe, eh bien, les conséquences économiques et financières risquent d'être très importantes. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui sur Sud Radio de recevoir en direct Charles Gave, économiste, financier et président de l'Institut des libertés. Bonjour à vous, Charles Gave. Et bonjour. Et de l'Université de l'Épargne. Et l'Université de l'Épargne. On en parlera d'ailleurs parce que, comme disait l'autre, épargnons. Est-ce qu'il en restera toujours quelque chose? That is the question. Si vous le confiez votre épargne à l'État, la réponse est non. Voilà. Déjà, c'est une première constatation. Charles Gave, alors parlons un tout petit peu quand même de ce qui se passe. On va refaire un tour d'horizon. C'est toujours un plaisir de le faire avec vous. Sur l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que cette histoire de l'Iran, ça fait quand même des semaines, on a su, ça a été terrifiant, 50 000 morts, les régimes des mollahs qui massacrent son propre peuple, et puis aujourd'hui, Trump avait dit, oui, écoutez, allez-y, on vous suit, on sera là, etc. Alors on s'est dit, Art of the Deal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va quand même vers, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a vu l'invincible ou pas Armada, qui s'est rassemblé du côté du droit de d'Ormuz et d'ailleurs autour de l'Iran. Qu'est-ce qui peut se passer sans faire de futurologie? Quels sont les enjeux maintenant, aujourd'hui? Si vous voulez, les enjeux, ça n'a pas changé depuis un certain temps. C'est que vous avez une tentative qui avait été faite d'ailleurs à l'initiative de Trump, qui étaient les fils d'Abraham, vous vous souvenez? Absolument. Et donc vous prenez... Les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, oui. Et donc, vous prenez une carte et vous partez, mettons, de la Turquie, vous descendez vers la Syrie, vous traversez l'Irak, vous allez vers l'Iran, puis ensuite le Pakistan, puis vous terminez en Indonésie. Là-bas, vous avez un immense arc sunnite qui descend comme ça. Sunnite, c'est la principale religion des musulmans, en fait. Tout à fait. Et puis cet arc, normalement, tous ces pays sont en train de quasiment faire faillite. L'Égypte qui en fait un peu partie aussi, le Liban, n'en parlons pas, la Syrie, l'Irak, tout ça, l'Iran est en train de plonger. Donc tout ça, c'est un petit peu... Ça a été créé par l'Iran, avec son désir un peu curieux de supprimer Israël, quoi. Le petit Satan avant le grand Satan. Avant le grand Satan. Donc, ils n'étaient pas tout seuls dans leur tête, ces gars-là. Et donc, l'idée de base, c'est que si on pouvait faire sauter l'Iran, si on retrouvait un régime normal, des Perses qui sont des gens très civilisés, on pourrait peut-être pacifier le Moyen-Orient. Vous savez, comme ça, OSS 117, là, c'était... aller me pacifier le Moyen-Orient. Bon, et à ce moment-là, vous auriez une zone de croissance inouïe, où il y a beaucoup d'énergie et qui pourrait se brancher sur le développement de l'Inde, etc. Donc aujourd'hui, le seul blocage pour qu'il y ait un Moyen-Orient prospère... En pleine expansion, oui. C'est l'Iran. Alors bon, la question c'est comment on se débarrasse de ces gars-là. Vous avez probablement deux forces en Iran, c'est l'armée et puis les gardiens de la révolution. Tout à fait. Donc, j'imagine, mais je n'en suis pas sûr, que ce que j'essaie de faire Trump, c'est de dire à l'armée, c'est le moment de vous révolter, et si vous vous révoltez contre les gardiens de la Révolution, on viendra vous aider. Mais ce que je veux dire, c'est... mais si l'armée se révolte pas, je vois pas. Parce qu'il a promis à tout le peuple américain de ne jamais faire des boots on the ground, vous savez, d'avoir des chaussures sur la terre. Qu'il n'y ait pas un soldat américain sur le territoire. Sur le territoire. Et donc, c'est dans le fond un appel à l'armée iranienne. Bon, le moment est venu de prendre votre destin en main et de nous débarrasser de ce gars-là, quand même. Donc la grande question est de savoir si l'armée iranienne, parce que le peuple iranien, enfin une partie du peuple iranien, est vent debout contre le régime, ils en ont marre. Ça fait 40 ans, on le sait. Voilà, c'est pas nouveau. Mais en fait, est-ce qu'à votre avis, si l'armée iranienne ne bouge pas, on ne sait pas, on le saura dans les semaines qui viennent, mais avec cette extraordinaire démonstration de force qui est quand même énorme, on voit très bien les armadas, etc., c'est au fond
pour négocier. C'est-à-dire, est-ce que Trump est capable de dire, oui, d'accord, je fais tout ça, je déploie, mais à faire les mollahs, allez, je vais pas les renverser, on va quand même les contraindre. Il faut que les mollahs soient renversés de l'intérieur. C'est ça. Et donc, il commence à y avoir des bagarres entre les gardiens de la révolution et l'armée iranienne, à ce moment-là, les Américains pourront voler au secours de l'armée iranienne. Mais ça me paraît difficile pour lui d'y aller tout seul, quoi. Ouais. Alors justement, c'est intéressant parce que parallèlement, comme vous le savez, Charles Gave, c'est intéressant, il a réuni pour la première fois hier le fameux Conseil de la paix à Washington. Oui. Il y avait quand même une quarantaine de pays depuis 47 pays, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, Indonésie. D'ailleurs, l'arc dont vous parliez, en partie, il est là. Hein. Israël, Cambodge, Égypte, etc. Trump a promis pour sa part une enveloppe de 10 milliards de dollars pour s'occuper de la reconstruction de Gaza notamment. Et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont promis des fonds totalisant plus de 6,5 milliards de dollars. Oui, mais il va falloir qu'ils en donnent aussi un paquet à l'Égypte, qui est dans une situation très difficile. Mais oui. Est-ce que ça va jouer c'est-à-dire qu'il dit simplement aux Iraniens, c'est très bien ce que vous avez fait, mais j'étais pas prêt quand vous vous êtes révolté là, donc vous vous êtes fait massacrer. Ouais. Maintenant, c'est le moment d'y aller à nouveau dans les rues et peut-être d'entraîner l'armée avec vous. Sinon, il va être dans une situation difficile. Oui, hier, il a donné encore un ultimatum à l'Iran de 10 à 15 jours, dit-il. Oui. C'est pas le premier ultimatum qu'il donne. C'est une nouvelle, bien sûr. Vous savez, c'est la diplomatie de la canonnière. C'est ce que faisaient les Anglais tellement bien. Quand il y a des gens qui payaient pas leurs dettes, ils envoyaient des bateaux qui canonnaient, puis... c'est ça. Donc, mais là, je crois pas qu'il va canonner. Ou alors, ils vont essayer de faire... L'alternative, c'est peut-être qu'ils vont essayer de faire une frappe, un peu comme ils ont fait au Venezuela. Ils savent où est le guide suprême, et ils vont aller le chercher avec une petite cuillère, quoi. Ah oui, c'est ça, faire une opposition à la Maduro, enfin à la vénézuélienne. Exact, mais sauf que l'Iran n'est pas le Venezuela, c'est un... D'abord, c'est pas le Venezuela, mais pour faire ça, il faudrait qu'ils aient des complices sur place. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pas gâté. C'est pas mais la question qui se pose aujourd'hui, Charles Gave, c'est effectivement, si la guerre éclate en Iran, quelles seraient les conséquences financières et économiques, effectivement, d'un tel conflit aujourd'hui ? Pour nous et pour le monde entier, surtout. Pour le monde entier, si vous voulez, il y a une grosse partie du pétrole mondial qui est produit dans cette zone et qui sort par le détroit d'Ormuz, là. Et il est tout à fait évident que tout ce pétrole va plutôt vers le Japon, la Chine et tous ces trucs-là. Ça vient pas tellement chez nous ni aux États-Unis. Donc, ça serait mal accepté. Enfin, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'Asie pendant un moment assez court. Mais je pense que comme on a dû leur laisser le temps de faire des stocks, vous voyez, c'est-à-dire que... En tout cas, les cours du pétrole grimpent en flèche actuellement. Ils ont grimpé. Si vous faites des stocks, ça fait monter, le pétrole. C'est pareil logique. Hein. Donc voilà, c'est... c'est-à-dire c'est le moment de se débarrasser de... En fait, c'est ça. En fait, le problème, c'est vrai que c'est la tête de la pieuvre, hein, quand même. C'est la tête de l'hydre. Ils ont déjà perdu tous les alliés qu'ils avaient au Liban, tous ces espèces de... Même le Hamas et compagnie. Le Hamas, le Fatah, tout ça, ça a été quand ils se sont alliés, et quand ils attaquaient Israël aussi, après le octobre, là, il y a 3 ans. Donc, oui, il y a des choses qui se faisaient. Alors une chose, Charles, qui m'a frappé quand même, et qui a dû vous frapper aussi, qu'à le dire, c'est que quand même l'Angleterre, qui dit, attention, si vous attaquez l'Iran, vous n'utiliserez pas nos bases, disent-ils aux Américains. Oui. Alors, on se dit quand même, on a assez peu entendu ça, enfin cette espèce d'alliance, de sainte alliance anglo-américaine. Là, est-ce que c'est encore... Vous savez, Starmer, c'est un gros crétin. Hein. Ça, c'est clair. D'abord, c'est un gros crétin, et ensuite, il fait partie de cette alliance européenne qui cherche désespérément à créer Eurabia. Vous savez, c'était à laquelle appartiennent notre Macron national et Merz. Donc là, si vous voulez, c'est... Mais la vraie question, c'est Diego Garcia. Oui. Et Diego Garcia, qui est la grande base là-bas, de l'autre côté de Madagascar, enfin en haut là, au nord. Et Diego Garcia était tenu par une île. C'était une île anglaise en fait, et qui a été donnée aux États-Unis pour faire la base militaire. Mais maintenant, ce crétin de Starmer a redonné l'indépendance à la maison mère en quelque sorte, qui est une petite île à côté de Diego Garcia.
Et donc, vous pouvez vous retrouver... C'est pas l'île Maurice, je sais pas. Non, c'est pas l'île Maurice. Non, l'île Maurice, Oui, elle est plus... elle est indépendante, mais elle est pas loin. Hein. Ouais. Et donc, oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de rodomontade, à votre avis, de Starmer. Ça fait partie de ces discours européens. On va faire un malheur, on va faire un malheur. Mais faire des malheurs quand vous n'avez pas d'armée, je crois que l'armée anglaise aujourd'hui, c'est 70 000 hommes dans l'armée, dont 20 000 sont en état de combattre quand même. Donc. Et retenez-moi où je mets un malheur et on voit bien ce qui se passe. Et je voudrais avoir un peu votre sentiment. On fait un tour d'horizon, Charles Gave, sur les suites quand même assez spectaculaires, parce que ça dormait depuis des années, de l'affaire Epstein. Oui. Les 3 millions de pages qui sont sorties, les photos. Il y en a encore, hein. Et il y en a encore. Oui, absolument. Et les démissions on a vu ce qui s'est passé en France. Vous savez que notre parquet national a ouvert 2 enquêtes pour les conséquences françaises. On verra ce que ça donne, mais ça y est. Et puis, tout le reste, les démissions de Mendelssohn, ce qui s'est passé avec le prince Andrew, mais ça, on le savait. Non, mais le prince Andrew, c'est important, parce qu'on ne pouvait pas mettre des gens en tôle, etc., si le prince Andrew n'était pas coincé. On débouche, à mon avis, la machine judiciaire. Tant qu'il y avait le prince Andrew, on pouvait rien faire. Ah oui, maintenant qu'il est effectivement... maintenant que lui il est dans le tuyau, il est sorti, maintenant on va pouvoir en mettre des... Vous pensez qu'il y aura des conséquences très fortes? Rappelez-vous, quand vous et moi on parlait de ça, au moment de laptop de Hunter Biden. Ouais. On disait, qu'est-ce qui se passe si ça sort? On verra les démissions de cascade. C'était un ministre de la Justice démocrate. Exactement. Alors, la grande question, c'est... Je sais pas si c'est une manœuvre, mais parce que il est coquin, Trump. Ouais. Il est coquin. Si vous voulez, il sait très bien qu'il y a à peu près que des démocrates qui sont chopés dans le coup. Donc, il a fait semblant de ne pas pouvoir libérer les trucs. Et donc, les démocrates se sont dit, s'il veut pas les libérer, c'est qu'il y a des choses contre lui. Absolument. Ils ont joué là-dessus. Donc, ils ont poussé des cris. Et maintenant, j'ai vu une démocrate qui disait, mais pourquoi vous avez lâché de libérer tout ça, quoi. Donc, les démocrates commencent à se dire... On nous a peut-être fait avoir. Il les a piégés avec Musk, d'ailleurs. Avec Musk. Et Musk a déjà dit qu'il paierait les frais judiciaires de tous les gens qui porteraient plainte à partir de maintenant. Exact. Oui, parce que aux États-Unis, si vous vous lancez contre l'État, vous avez peut-être raison, mais ça vous prendra 10 ans et ça vous coûtera 30 millions de dollars. Donc personne n'y allait. Tandis que maintenant, à partir du moment où c'est Musk qui paie la note. Bien sûr. Et il a les moyens de le faire. Donc, oui, il doit pouvoir embaucher quelques avocats. Et donc, pour vous, c'est le début de quelque chose qui va... C'est le début, si vous voulez. Dans mon livre précédent, j'avais parlé d'une espèce de classe mondialiste qui avait une caractéristique, c'est qu'elle aimait pas les peuples et qu'elle voulait gouverner en haut comme ça, et qu'ils avaient fait des institutions judiciaires, la Cour de justice européenne ou la Cour des droits de l'homme, etc., ils remplaçaient petit à petit le peuple comme souverain, tout à fait, comme le droit est le souverain. Mais comme c'est eux qui faisaient le droit, ça veut dire que c'était eux qui étaient le souverain. Quoi. Bien sûr. Et cette classe est en train de se faire casser la gueule, mais... Oui, c'est la première fois qu'on assiste à une opération de laminage, en tout cas des ampleur. On verra jusqu'où ça ira, mais en tout cas, ça paraît bien parti. Et puis, il y en a... apparemment, il y avait un aspect pédophile qui était abominable, inutile de le dire, mais il y avait aussi un aspect d'extraordinaire collusion entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques. Tout à fait. Quand on voyait que Mendelssohn envoyait, pendant la crise de 2008-2009, des informations à Epstein pour expliquer ce que faisait le gouvernement anglais et la Banque d'Angleterre. Oui, c'est extraordinaire. Epstein devenant le réceptacle de tous les renseignements possibles et imaginables. Oui, il a dû faire des inside information, comme on dit, qui sont pas tristes. Bien sûr. Donc, en fait, on se rend compte de plus en plus qu'on était gouverné par une banque de criminels, quand même. Ça, c'est une mafia. On peut dire, il y a une vraie mafia. Mais pas une mafia simplement en France. Mais elle est en France, elle est en Allemagne, elle est partout. On va continuer à parler de cette mafia, on va continuer à parler de ce qui se passe aussi en France, bien sûr, avec Charles Gave. Et oui, André Berkoff, et on parlera aussi d'Emmanuel Macron, qui a hier effectivement recadré Mélanie. André Berkoff suite aux propos qu'elle a tenus sur le décès de Quentin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.